Alors, on a tous réfléchi à la chose, à savoir que, je vais plutôt donner en premier lieu, vous avez vu le titre, hein, comment finalement accéder à la personne qui est donc de plus en plus soignée à domicile. On est d'accord que l'HAD, l'hospitalisation à domicile, ben, c'est encore un autre challenge du quotidien. Pour le coup, on est dans la vraie vie. Et donc, quand il s'agit de manger, de conseiller les gens, de parler nutrition, de quoi manger, bah, soit on cuisine soi-même si on peut encore. Si on a un aidant, tant mieux, mais ne va-t-il pas se lasser? Connaît-il tout de la chanson pour essayer d'aider le plus longtemps possible la personne sans mal faire? Et puis, il y a aussi d'autres solutions. Alors, on travaille depuis 2 jours à parler de l'agroalimentaire, on travaille à parler avec la restauration collective. Est-ce que ce sont des modèles qui peuvent arriver jusqu'à la maison? En tout cas, moi, j'ai un modèle dont je voulais vous parler, c'est celui de Paul Tronchon. Et faites attention, les micros ne sont peut-être pas ouverts, donc je me proposais, Paul, de te donner la parole en premier lieu. Tu vas nous expliquer effectivement le parcours qui t'a amené à créer, je n'ai plus la date de création, mais la structure que tu as développée et qui finalement n'est pas que du portage à domicile. Hein. Tu vas nous en dire plus, c'est bien plus que ça. Et puis la sous-question, ben, ce sera est-ce que ton activité d'aujourd'hui correspond à celle qui est de l'écosystème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la cancérologie, est-ce que ça peut matcher avec ton type finalement logistique d'activité? Je t'en prie, Paul. Merci Philippe déjà de cette présence ici. Et c'est 2001 la création de Saveurs et Vie. Donc déjà en plein PNNS. Ça fait quelques temps. Et je dirais que c'est la même année que la création de la filière alimentation santé à Unis-la-Salle, n'est-ce pas? Et ça, j'avais retenu ça d'une dernière intervention avec toi. Et ça donne l'occasion de dire que j'ai traîné mes guêtres ici tout petit, ou en tout cas pas très loin, pour me rappeler de ce beau campus qui s'appelait l'ISAB à l'époque, bien sûr, Unis-la-Salle. Et quand je vois ce que c'est devenu, c'est très impressionnant. Donc je suis très content toujours de revenir dans ces lieux. J'ai effectivement créé Saveurs et Vie en 2001, mais effectivement pas comme ça. Ce que disait tout à l'heure Bruno Reynard, je crois, hein, ça ne se fait pas comme ça les choses, mais il y a un certain nombre de choses qui éveillent la curiosité et qui fait qu'on lance une activité. Et quand j'ai lancé Saveurs et Vie, ça venait de 8 à 10 ans de travail à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, où j'ai effectivement vécu l'alimentation, parce que je suis rentré par les cuisines, je le dis souvent, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et j'ai découvert un monde incroyable. Et ce monde incroyable sur l'ensemble des établissements, pour avoir fait beaucoup de rénovations, j'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord le faire ensemble. Donc la découverte du monde de la nutrition, et notamment des diététiciens et des médecins nutritionnistes que j'ai particulièrement bien connus pendant cette période-là, a été pour moi l'éveil de beaucoup de choses. Mais sans doute, plus que les professionnels, ce qui m'a marqué énormément, alors ça date, je suis désolé, je suis obligé de dire ça, mais c'était 1993, je le donne toujours, parce que c'est les associations de malades qui m'ont fait déclencher. Et c'est notamment ACT UP. ACT UP et Aide. Pourquoi? Parce qu'on était au moment, et pour les plus anciens bien sûr, au moment avant les trithérapies, au moment où les patients fondaient à vue d'œil et avaient un pouvoir de communication incroyable. Et ça, je l'ai découvert, ils nous ont secoués énormément, et ça, encore une fois, vous pouvez vous en souvenir, bien évidemment, et notamment le préservatif sur la Concorde, je l'ai encore dans l'œil, et je l'ai surtout, pourquoi? Parce que derrière, ça nous a obligés à prendre les associations de malades dans les comités de pilotage pour rénover les organisations nutrition et restauration dans les hôpitaux. C'est comme ça que sont nés les comités de liaison alimentation-nutrition, en tout cas les premières réflexions avec une notion obligatoire. Donc je rappelle ça tout simplement parce que lorsque j'ai terminé cette période de 10 ans, je me disais mais finalement l'hôpital, effectivement, c'est bien. Mais le plus gros souci, c'est au domicile que
que ça se passe. En tout cas, dans mon métier, moi, que j'exerçais, qui était d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des prestations alimentation qui tiennent la route et qu'on se parle sur l'ensemble du segment, c'est-à-dire de la prescription, de la traduction de la prescription, de l'organisation et ensuite de l'évaluation des choses. C'était au domicile parce que pendant le séjour hospitalier, en tout cas en court séjour, on ne fait rien, objectivement rien, pour, encore une fois, avoir une vraie démarche de moyen long terme, en tout cas ce que je pensais sur la nutrition. D'où le fait, dès le départ, d'avoir dans la structure un élément de conseil. Mon premier emploi a été un diététicien, un élément de conseil, donc une prestation de conseil auprès des familles, des aidants et bien évidemment des patients qui sortaient de l'hôpital, et d'organiser une livraison de repas en fonction de ce conseil. Donc voilà le démarrage de l'activité. Donc on a été confrontés, comme toute entreprise naissante et comme tout entrepreneur, et je vous souhaite tous pour les étudiants de le faire, parce que c'est un moment extraordinaire de la vie, que j'ai vécu donc il y a 22 ans maintenant, c'est de pouvoir évidemment vendre ensuite son idée. Et vendre son idée, ça n'a pas été facile, bien évidemment. Et ce que je retiens, c'est que le marché guide dans ce cas-là. Et le marché qui nous a guidés aujourd'hui, c'est le marché de la gériatrie. Pourquoi ? Parce que ça existait déjà un petit peu, bien évidemment. Et puis parce que cette sensibilisation à la dénutrition dont je parlais à travers les patients atteints de sida, eh bien j'ai vu que la plus grande majorité des gens qui avaient cette problématique-là, c'était les gens âgés, tout simplement. Et je le découvrais aussi, quoi. Et par contre, il existait déjà des prestations au domicile, assez peu, qui étaient fournies pour les personnes âgées qui n'avaient pas de solution finalement pour s'alimenter tout seuls, où les aidants étaient peu présents. C'est les mairies qui faisaient cette activité, d'où le terme de portage de repas à domicile, que moi je n'aime pas beaucoup. Voilà. En tout cas, le fait d'avoir une prestation... Quel verbatim tu préfères utiliser ? Aujourd'hui, on est obligé de donner un verbatim un peu compliqué, qui est la livraison de repas personnalisés à domicile. Dans cette connotation, vous l'avez compris, il y a bien sûr l'adaptation à chacun de la solution. Et pour ça, il fallait un concept, effectivement, qui tranche de tout ce qui existait. Et je dis souvent que le concept de domicile n'est pas adapté ou ne s'adapte pas avec le concept de la restauration collective. C'est, pour avoir bien vécu dans ce domaine-là, bien évidemment, je dis souvent qu'il faut inverser la tendance, et en termes de réflexion, et en termes d'image, et en termes de solutions. Et donc, effectivement, on est parti sur des solutions qui cassent les codes de la restauration collective. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a avancé sur ce marché-là, à la fois auprès des particuliers, dans le cadre des services à la personne, donc ça veut éviter services à la personne depuis 2003, et aussi avec toujours la dimension de conseil, nutrition, de formation, d'avoir développé tout un pôle autour de ça, et y compris dans une continuité de recherche aussi, parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent en matière de recherche dans la vraie vie, on va dire, ce j'ai écouté ce matin, dans ce qui se passe à domicile. Donc ça a été une découverte, moi, plutôt qui a démarré en 2013-2014 avec le premier projet Renaissance, voilà, dont je parlais un peu, et avec le pôle de compétitivité Vitagora, qui nous a beaucoup aidé à comprendre ce que c'est qu'un projet de recherche et comment l'exécuter. La méthode dont on parlait tout à l'heure. Etc. Donc c'était de grandes découvertes, et on continue maintenant, où on a 3 projets de recherche en cours, notamment sur les sorties d'hospitalisation et souvent sur des patients âgés encore. Donc pour finir, le sujet d'aujourd'hui pour moi, ça fait 2 jours que j'écoute. J'ai trouvé ça éminemment passionnant. Et au bout de 22 ans, on est mature, et c'est pas si simple, pour s'attaquer à des sujets qu'on appelle chez nous les verticales santé, voilà, à des sujets parce qu'ils sont, on le sait déjà, mais je vois d'autant plus beaucoup plus complexes, mais en même temps
on est beaucoup plus mature, donc on devrait y arriver. Voilà. Et cette maturité, en fait, me fait penser à la maturité d'une personne plus avancée en âge, parce qu'on dit toujours que le cancer, c'est une image, hein, c'est aussi une préfiguration de la vieillesse, parce qu'on a beaucoup de choses qui se révèlent. Donc finalement, quelque part, il y a quand même de l'ADN chez toi qui pourrait permettre de penser que ton outil peut être intéressant à domicile et de profiter bien sûr du savoir des autres, d'où ton implication en recherche, ce qui est extrêmement louable pour ce qui reste encore une petite boîte. Et c'est génial, quoi. Alors j'ai une petite question, mais en fait, qui appellera une réponse rapide parce que je subodore la réponse, ce qui me permettrait de passer la parole à Hélène et à Marthe. Comment est-on adressé pour accéder à l'offre de Saveurs et Vie ? Il y a 3 façons d'y accéder. Premièrement, un particulier par Internet. Donc là, c'est de l'achat en ligne, hein, tout simplement. Deuxièmement, le téléphone qui est encore, pour les particuliers, le plus important, mais ça demande à nous connaître. Et ça, c'est par une démarche liée aux prescripteurs qui sont plutôt aujourd'hui des assistantes sociales liées au réseau de la gériatrie ou de la sortie d'hospitalisation. Et la troisième, qui est le plus important, qui devient le plus important aujourd'hui et de loin, c'est la réponse aux appels d'offres de mairie, parce qu'on a effectivement énormément progressé dans ce domaine-là. Et ça me permet de dire qu'une des dernières clés du dispositif, et j'aimais bien quand aussi Bruno Renard parlait tout à l'heure dans son introduction de l'accès à tous, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'avec la solution Saveurs et Vie, dans les périmètres où on est, mais qui sont assez larges aujourd'hui, hein, parce qu'on couvre évidemment l'ensemble du territoire français pour le particulier, et pour les collectivités, donc la réponse auprès des collectivités, on couvre toute l'Île-de-France, l'ouest et le sud de la France, et du coup, on a des vraies solutions pour tous, avec une organisation, encore une fois, du choix pour tous et du bon. Et ça, de façon régulière. Et je m'y engage. Et de la réactivité logistique. Le tout avec un esprit d'économie pour la planète, avec des véhicules propres, etc. Ça ne m'échappe pas. Ce qui me fait penser que... Allez-y, Christian. Quelle est, selon vous, la valeur ajoutée de l'entreprise sur le plan culinaire, sur le plan de la distribution ? C'est un grand sujet, la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais de l'entreprise Saveurs et Vie ou de l'entreprise versus d'autres organisations ? Non, l'entreprise Saveurs et Vie. L'entreprise Saveurs et Vie. Comme je parlais d'entrepreneuriat, c'est pour ça que je me permettais de ça, et notamment vis-à-vis des jeunes qui nous écoutent, où je donne souvent l'enjeu de l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir des choses aussi, et de l'innovation. La grosse différenciation, encore une fois, c'est la présence systématique de diététiciens au premier appel et à la conception. S'il n'y a pas de conseil dans notre domaine d'activité, il n'y a pas de possibilité de réussir, je le dis vraiment, quoi. Deuxièmement, parce que c'est la compréhension de la personne et c'est la compréhension des aidants et c'est le fait d'imposer cette compréhension dans l'ensemble du système, c'est-à-dire système d'information, etc., etc. Et deuxièmement, le deuxième, si je peux en tirer 2 pour pas faire trop long, c'est d'avoir utilisé des technologies qui permettent de faire du bon régulier. Et ça, c'est très difficile. Du bon, du choix régulier. Donc, j'ai pris ce que j'ai appris ici et dans les premières années de ma vie professionnelle, c'est la cuisson sous vide dans l'emballage, c'est le vide-gaz qui permet de faire du 15 jours frais, et c'est les technologies aussi, on peut dire, toujours qui allient la problématique de l'emballage et de la cuisson, mais qui sont plutôt de la monoportion, ce qu'on appelle la monoportion unitaire, de l'emballage et de la flash pasteurisation. Et ça, il faut 3 techniques pour pouvoir tout simplement faire du très régulier, même avec des petites productions comme des grosses productions, très régulier, toujours les mêmes, parce que les gens attendent toujours la même chose, même si la conception au départ peut être bien évidemment très différente
d'une personne, enfin d'une typologie de produits que l'on veut par rapport au tel type de population. D'où le fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est effectivement mature pour aller un peu plus loin et pour décliner d'autres prestations avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, quoi. Moi, j'en suis convaincu, mais on n'est pas les seuls, hein. On en a longuement parlé déjà, parce qu'effectivement, le changement des goûts, l'évolution, vous voyez, le plaisir d'un jour n'est plus celui d'un autre. On sait ce que c'est avec les effets secondaires. Et au final, on a en banque dans son frigo, voilà, d'une heure sur une autre, un jour. Et puis, le truc que tu auras fait amener le lundi, mais peut-être qu'il va le manger le vendredi, et alors ? Et puis ensuite, cette surveillance, je dirais, j'ai même marqué un mot, cette sentinelle à ton personnel, puis ils sont équipés de matériel de recording, ils sont en lien direct avec la diète, enfin c'est génial. Et j'emploie ce mot de sentinelle exprès, et je regarde Marthe, que je vais solliciter dans un instant, parce que pour moi, elle a aussi, on en discutait tout à l'heure, un métier de sentinelle, parce que vous deux, vous avez en fait, donc pharmacienne, ce métier de proximité. Donc à un moment, il y a des choses à dire. Vous n'êtes pas à ouvrir un tiroir et donner une boîte. C'est pas ça le pharmacien. Le pharmacien a plein de choses à faire, plein de choses à comprendre. On le verra dans un instant, plutôt avec Hélène. Et puis vous, Marthe, pour le côté retranscription, relecture. Dites-nous en plus justement sur ce côté, l'avantage de proximité que vous avez. Oui, c'est ça. Alors déjà, merci beaucoup, Paul. C'est passionnant, et je pense que tout ce que vous dites, et ce qui a été dit hier, ça fait plein de ponts avec justement ce métier du pharmacien qui est là, qui rassemble un petit peu tout. Parce que le pharmacien, c'est vraiment, effectivement, Philippe, l'acteur de proximité par excellence dans la santé. Il est tout à côté de chez vous. Il est ouvert très souvent, il est disponible sans rendez-vous. Donc c'est lui qu'on vient voir et qu'on connaît bien généralement et en qui on a confiance. Donc le patient, sa famille, ses aidants, ils sont tous en contact avec leur pharmacien. Et c'est là qu'il va se passer des choses, et autant de fois qu'il veut finalement, quand il a besoin d'avoir l'information. Quand il va en consultation, il a un certain nombre d'informations. On a dit tout à l'heure, au bout de 1, 2, 3 conseils, ça fait beaucoup. Donc il a besoin de le réentendre. Il a besoin de l'entendre au moment où c'est le bon moment de l'entendre. Peut-être de se faire réexpliquer. Peut-être qu'on lui réponde à certaines questions parce qu'il n'a pas bien compris. Peut-être qu'il a des nouvelles questions. Et puis peut-être qu'il s'est passé des choses entre-temps, hein. On l'a dit, je pense, pendant 2 jours, que ça allait très vite, que les changements, c'est souvent. Donc il y a besoin de... Vraiment, le pharmacien, c'est celui qui passe sa vie à s'occuper du quotidien, des petits soucis du quotidien, et qui essaye d'y répondre. Et c'est ça ce qu'il va faire avec le patient de manière primordiale. Alors après, comment ça se passe ? Donc, il va pouvoir effectivement, ce que tu dis, Philippe, c'est transcrire, réexpliquer, éduquer, mais aussi juste écouter et avoir ce temps d'écoute. On l'a dit aussi tout à l'heure. Le temps d'écoute, il est fondamental, juste pour entendre, j'y arrive pas, j'aime pas ça, j'ai des difficultés avec ça, voilà. Et puis le pharmacien, comme il est au cœur du système, il est aussi au milieu des commerces, donc il va pouvoir dire tout simplement, voilà, la liste des courses c'est ça, et puis vous allez pouvoir le trouver là, cet aliment que vous recherchez. Peut-être que je vais pouvoir vous donner une idée. Tu as pas un exemple à nous donner un exemple, par exemple, j'aime bien, comme vous tous, recommander les oméga 3. Ah, très bien, mais comment ça se passe dans l'assiette de manger plus d'oméga 3 ? Par exemple, on peut avoir des œufs oméga 3. Il y a un label, il y a une filière. Ah oui, mais d'accord, je le trouve où, cet œuf ? Vous inquiétez pas, il y en a là, juste, à tel endroit, tel endroit, tel endroit, à côté de la pharmacie. Je sais parce que je les ai vus. Et ça change tout, parce que sinon, c'est déjà compliqué de faire avec tout le reste. C'est tous ces éléments facilitateurs qui existent, que peut fournir le pharmacien au jour le jour. Petit conseil après petit conseil. Ensuite, après, je vais donner la parole à Hélène, on a plus ou moins de formation en tant que pharmacien d'officine autour de ces sujets. On est plus ou moins formé. Je suis formée à la nutrition largement, donc je vais pouvoir faire des fiches, je vais pouvoir apporter des choses, mais on n'a pas tous les mêmes atomes crochus et on n'a pas tous le même temps à disposer. On peut imaginer que le pharmacien, s'il a plus de temps, il peut faire des entretiens,
il peut s'ajuster, il peut donner des recommandations d'alimentation santé, etc. Et ça, je vais passer la parole à Hélène, parce qu'il y a des pharmacies qui le font, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien d'avoir un bon exemple. Effectivement, il semble que ce ne soit pas l'accessibilité à l'information, la bonne information, sa compréhension. Au bon patient, au bon moment. Et au moment, voilà, c'est cela que tu vas, sur cela que tu vas aller, c'est de la retranscrire. Merci pour l'invitation. Est-ce que tout le monde peut le faire ? Et oui, alors il y a une certification qui date d'il y a 1 an et demi, qui a été montée par des médecins et des pharmaciens, qui est la certification Copharma. C'est une certification de service pour les pharmacies, en fait. Cette certification a été validée COFRAC et a été retenue aussi référentielle par l'AFSOS, puisqu'en fait, elle concerne la prise en charge globale du patient et aussi de la famille. On va beaucoup plus loin en fait que les entretiens pharmaceutiques qu'on peut proposer, on va dire de manière assez classique en pharmacie, où là il y a une petite formation à faire, mais qui n'est pas particulièrement développée. Là c'est un pharmacien référent, et autour de ce pharmacien référent, il y a la formation de toute son équipe aussi qui est là pour accompagner le patient. Donc on va avoir par exemple détection de la douleur, prévention de tout ce qui est risque thromboembolique, conseiller l'activité physique adaptée, enfin c'est vraiment tous les domaines. Et les équipes sont formées, chacune on va dire, alors moi c'est une équipe féminine chez moi, donc chacune selon sa sensibilité aussi. J'en ai une qui a une sensibilité sur la nutrition, donc en fait effectivement je l'ai orientée là-dessus, sur aussi le fait de pouvoir détecter le patient dénutri, de pouvoir aussi le signaler après au médecin, échanger avec le médecin. En fait, cet accompagnement est vraiment global. C'est le pharmacien, son patient, la famille, mais aussi en relation avec le médecin traitant, en relation avec l'oncologue, le radiothérapeute. Et le but, en fait, est de réellement monter un parcours autour de ce patient afin de répondre au mieux à ses attentes. Et c'est vrai ce qu'on disait, hein, le patient qui sort de chez le médecin, des fois, il a encore plein de questions plein la tête, il n'a pas eu le temps de les poser, il n'a pas intégré tout ce que le médecin lui avait dit. Et puis, en fait, il arrive à la pharmacie et il se dit, mais en fait, j'ai encore plein de questions. Et nous, on s'engage, en fait, en étant oncopharmacien, on s'engage clairement à leur dire, on ne sait pas tout, mais on va essayer de trouver une réponse à toutes vos questions et de vous apporter l'accompagnement le plus personnalisé qu'on puisse faire, quel que soit en fait votre domaine, si vous souhaitez une prothèse capillaire, une prothèse mammaire, de la nutrition, un accompagnement, ce que vous pouvez manger, pas manger, les effets indésirables que vous rencontrez en fonction de vos traitements, dans ce cas-là, quelle alimentation conseiller, et en suivant justement toutes les recommandations des sociétés savantes et tout ce qu'on peut lire aussi à côté, parce que c'est important aussi. Voilà, toutes ces recommandations. Exactement, et ces expériences qu'on a. D'où vient l'information ? Société savante, Internet. Peut-être le malade qui nous raconte des trucs, mais qu'il faut... Alors, ils lisent beaucoup sur Internet. Hein. Ouais. Et ils arrivent avec des choses, mais phénoménales. Mais toi, tu te nourris de quel support ? Alors, la formation, elle est décernée par qui ? Elle est dispensée par... Alors, la formation, elle est dispensée par des médecins et des pharmaciens. Et il y a aussi... En fait, cette formation, pour le pharmacien qui va être référent, c'est soit on a le DU de pharmacie clinique en oncologie, par exemple comme moi, qui est plus d'une centaine d'heures à la fac, soit c'est une formation en fait de 6 jours de 7 heures qui aborde tous les sujets, c'est-à-dire tous les sujets et tous les soins de support aussi, puisque le but est de pouvoir aussi communiquer avec nos patients sur tous les soins de support autour de chez nous pour les orienter le mieux possible. Donc cette formation sur le pharmacien référent, elle est, on va dire, voilà, de 6 journées, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le pharmacien référent qu'on forme, c'est aussi les équipes. Alors les équipes, on va former chacune selon, on va dire, ses sensibilités, mais les autres vont quand même être sensibilisés à tous les sujets autour, voilà. C'est réellement on va dire, une sorte de mission de notre pharmacie, de notre projet de vie de la pharmacie. Nous, on l'entend comme ça. Le mot mission est important. Hein. Je pense qu'on se sent tous investis ici.
Et c'est ça, en fait, ça va rémaner. Et parce que je ne pense pas que ce sont toutes les pharmacies qui s'y jettent. Hein. C'est spécial comme approche. Il y en a très peu encore des Là, pharmacies. il y en a 3 en France. Au-delà même de revanche, cette certification, n'y va pas qui veut. Il y a de plus en plus de pharmaciens qui sont formés, non pas sur la partie oncologie, mais sur la partie nutrition. Il y a un DU de nutrition santé, il y en a de plus en plus. Alors, il y a le DU de Dijon et il y en a de plus en plus. C'est quelque chose sur lequel vont beaucoup les pharmaciens. L'alimentation santé, c'est quelque chose vraiment qui intéresse beaucoup les pharmaciens et qui sont de plus en plus nombreux à être formés. Et donc, ils vont pouvoir être à même de faire des recommandations. Ce qui va sûrement manquer, et là, je rebondis sur tout votre travail, c'est alors de savoir faire des relais, de savoir envoyer vers Saveur et Vie, etc., d'avoir ces informations-là pour les pharmaciens qui sont concernés. Encore faut-il qu'on le sache, alors ça prend du temps d'avoir l'information. Et puis, d'avoir aussi peut-être la documentation fiable, de qualité, le matériel de recettes, etc. Alors, par exemple, je fais mes fiches, mais ça prend du temps. Hélène aussi. Et en plus, Hélène aussi, mais c'est chacun. Donc, c'est pas uniforme. Et on vous entend parler. On voit bien à quel point vous innovez tout le temps et vous recherchez. Et donc, cette mise à jour des connaissances pratiques que nous, on peut puisqu'on est en première ligne, mais encore faut-il qu'on les connaisse et qu'on y ait accès pour les relayer. On est énormément en demande, justement, nous, de toutes ces informations, savoir où les puiser, les informations bien fiables, reconnues, voilà, tout ce qui est formation, donc formation, information de manière générale. Et comme on cherche toujours à monter en compétences, ce soit aussi bien nous, en tant que pharmaciens, mais nos équipes aussi, on a vraiment besoin aussi de ça, d'avoir des outils avec lesquels on puisse travailler. Oui, parce que c'est pas évident en formation initiale, qui dure déjà assez longtemps comme ça, de tout voir. Et puis je viens de le dire, enfin tu l'as suggéré, on s'investit pas comme ça dans l'onco un matin. Et puis d'emmener son équipe. Et donc de ce fait, par contre, la formation continue, c'est intéressant, justement, de ne pas les oublier, tout comme on en parlera Christian tout à l'heure, ne pas oublier les autres. Et donc de ce fait, les guides sont hyper importants. Et justement, je vais peut-être dans ce cas passer la parole à Agnès, parce que les guides, tu en as produit. Est-ce que j'ai le droit de poser une petite question, Philippe? Mais bien sûr, Christian, allez-y. Quand justement un de vos clients ou patients, je ne sais pas comment vous les appelez, vient vous voir en vous disant, patient, j'ai donc tel type de cancer. Comment là vous arrivez à les diriger vers une alimentation particulière ou pas? Parce qu'il y a assez peu d'études en fait qui prouvent que le ressenti est tellement quelque chose de personnel qu'il n'y a pas vraiment de règles. Alors en fait déjà, je leur propose un accompagnement. Je ne dis pas un entretien pharmaceutique, je dis un accompagnement. Je leur propose et on prend un temps ensemble, pas au comptoir, derrière, réellement pour qu'il me raconte son histoire, que j'évalue aussi, on va dire, son équilibre alimentaire. Alors moi, je suis dans le Pas-de-Calais. La région Nord-Pas-de-Calais est quand même une région où au niveau alimentation... Elle souffre. Ouais, énormément. Énormément. Et... il y a eu, on n'a pas des populations toujours très sensibilisées au bon équilibre alimentaire. Donc déjà, en fait, le fait de faire parler notre patient, de voir, consommation d'alcool, consommation de tabac, parce qu'il y a toutes les règles hygiéno-diététiques à côté, voilà. Et dans un premier temps, ça va être déjà d'évaluer si on est sur quelque chose qui était déjà équilibré ou pas particulièrement. Souvent, c'est pas particulièrement. Donc, on commence avec des règles, on va dire, qui nous paraissent tellement classiques pour nous, mais qui ne le sont pas forcément. Donc, on va démarrer en douceur avec ce type de conseils qu'on va pouvoir avoir. Et après, en fonction des effets indésirables rencontrés, on va dire ajuster l'alimentation progressivement par rapport à ça. De toute façon, ça se fait dans le temps parce que ça évolue, comme vous le savez encore mieux que nous. On a la possibilité de le faire au fil de l'eau, de redonner des conseils. Et régulièrement, ce qui veut dire que l'information scientifique, on en parle depuis 2 jours, par le prisme de la méthode pour accéder à de l'information fiable, qui évite la cacophonie d'Internet,
même si le patient peut rentrer initialement par Internet et même vous-même. Après, il faut trouver quand même le moteur de recherche crédible. Mais il y a aussi effectivement, et je te passe la parole Agnès, ce côté recherche qui aboutit à des documents sérieux. Et puis, je te laisse aller bien évidemment sur une de tes dernières productions, mais pas que. Merci beaucoup. J'ai une diapo peut-être. Si alors effectivement, peut-être que la sono est à l'écoute pour effectivement une diapo que tu nous as amenée. Donc merci pour tous ces échanges. Ce que je souhaiterais commencer par dire, c'est revenir sur la notion de plaisir. Donc en effet, il n'y a pas d'aliment plaisir, mais il y a la motivation à manger. Et donc au centre de recherche de l'Institut Life, donc c'est l'anciennement Institut Paul Bocuse, on est un centre de recherche où on étudie les mécanismes de l'alimentation goûteuse, saine et durable par une approche multidisciplinaire scientifique en travaillant avec des cuisiniers, des maîtres d'hôtel et des tests en vie réelle, ce qui veut dire un restaurant expérimental, une cuisine expérimentale. Et notamment, on a pu montrer dans de nombreuses populations une corrélation hautement significative entre la prise alimentaire et le plaisir pris à consommer l'aliment. Donc on l'a en restauration scolaire, en EHPAD, et on l'a vérifié chez des patients en oncologie. Donc on mange ce qu'on aime. Donc oui, le plaisir, c'est le cœur de la consommation. Ensuite, on se pose la question, donc on a travaillé depuis une douzaine d'années à la demande d'un pneumo-oncologue, professeur Souquet, qui est venu nous voir en disant, voilà, mes patients ne mangent pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc avec Martine Laville, professeur Martine Laville, on s'est posé la question des spécificités des patients onco. Donc on a exploré deux voies, la voie des croyances et du changement du comportement alimentaire. Donc on en a un peu parlé pendant ces 2 jours aussi. En effet, l'adaptation volontaire, l'exclusion de certains aliments, le fait d'être potentiellement en décalage avec son entourage, l'isolement. Donc ça, c'est un axe qui est l'axe social. Et dans cet axe-là, on a les outils aussi de la restauration et de la gastronomie sur rassembler autour de la table, présenter le plat, dresser une assiette, installer une table. Voilà, donc tous ces aspects qui sont de la motivation d'ordre psycho et sociaux. Donc ça, c'est une voie. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt parler de la deuxième voie, qui est la voie du goût. Donc, comment intégrer le goût, puisque tous les patients... Enfin, on a vu une partie de littérature ce matin. Voilà, selon les types les organes touchés, les types de traitements et les individus, on a même parfois jusqu'à 80% de troubles du goût qui sont déclarés. Et qu'est-ce que ça veut dire, un trouble du goût? Donc ça, c'est la voie que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'on a pu développer donc, dans le projet Canu. Bon, c'est pas grave, vous avez encore quelques flyers là-bas. Donc, le goût, en fait, dans le langage commun, vous le savez certainement, le goût, ça concerne l'expérience de ce que l'on déguste. Et ça commence par les yeux, puisque vous avez pu voir dans les démonstrations culinaires hier, quand on voit la crupote, elle est jaune vif, elle est jaune marron. Déjà, est-ce que c'est de la pomme? Est-ce que c'est un autre fruit? Est-ce que j'imagine que ça va être sucré, que ça va être acide? Donc, avec les yeux, on a déjà un référentiel qui s'installe. Donc ça, jusqu'à preuve du contraire, les traitements en oncologie ne changent pas la modification de la vue de ce que je... Voilà. Donc, ce premier élément, on peut travailler sur... C'est déjà ça. Voilà, la couleur, les contrastes, la forme, la taille, la répartition et la couleur elle-même, bien sûr, qu'on peut moduler. Deuxième élément, l'odeur. Et donc là, c'est là que ça se complique, puisque vous savez, les récepteurs olfactifs, les récepteurs gustatifs sont des récepteurs qui se renouvellent, et ça fait partie des rares cellules qui ont ce renouvellement. Hein. Quand on se brûle la langue parce qu'on a bu un café trop chaud, on sent rien, et puis après, ça revient. Donc les odeurs aussi, les récepteurs olfactifs, les neurones olfactifs peuvent se renouveler. Et donc, ce sont deux cibles qui, potentiellement, sont affectés par les traitements de chimiothérapie. Donc c'est pour ça qu'on a creusé cette voie-là. Et donc le goût, quand on met en bouche,
fait référence aux saveurs, donc les bourgeons du goût, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, le métallique, l'umami, mais aussi l'odeur, puisque le goût de framboise, ce n'est pas gustatif, c'est olfactif. Un dessert ou un coulis de fruits rouges, il peut être à la fraise, à la framboise, il aura à peu près la même texture, la même couleur, mais tous et le même goût, et c'est l'odorat qui va faire la différence. Et la sensation olfactive, elle commence avant la mise en bouche, notamment pour les plats chauds. Donc on a entendu hier des témoignages en disant « je ne supporte plus aucune odeur », donc c'est vrai qu'il faut bloquer les odeurs, donc les préparer en dehors du lieu de reprise de repas, et on peut les présenter froids, et puis éliminer les éléments qui apportent des odeurs. Ensuite, en bouche, donc on a l'interaction globale entre le goût et l'odorat. Et là, ce qu'il faut savoir, et c'est ce que l'on a étudié, c'est que certaines personnes sont hypersensibles aux odeurs et donc ne supportent plus aucune odeur. Mais à l'inverse, il y a des patients en oncologie qui perdent l'odorat et le goût, comme on a pu le voir avec le Covid-19, on a eu quand même beaucoup plus de communication et de connaissances diffusées à ce sujet-là. Mais on a des profils de patients qui ont besoin d'être stimulés. Et donc là, au contraire, il faut rajouter des odeurs, il faut rajouter des goûts. Donc, toutes ces hypothèses, on les a étudiées au sein d'un consortium d'une quinzaine de partenaires qui s'appelle le projet CANU, Cancer, Nutrition et Goût. Et on a mené des essais cliniques au restaurant expérimental en présentant plusieurs variantes enrichies en goût, enrichies en odeur, enrichies en texture. Je n'ai pas parlé de la texture, si j'ai le temps, j'en parlerai après. Et enrichies, bien sûr, au plan nutritionnel pour ceux qui ont besoin d'avoir plus de protéines, plus d'énergie. Et on a mené ces études en étudiant en mesurant la sensibilité, donc avec les bandelettes de goût, avec des odeurs à sniffer et avec des questionnaires qui permettent de déclarer précisément si on est écœuré par des nouvelles odeurs, si on ne sent plus rien, si on a toujours le goût pour certaines saveurs, etc. Et donc grâce à ces études qui sont encore en train d'être analysées, on a développé un questionnaire de qualité de vie alimentaire qui est en révision, donc l'article devrait sortir, j'espère, en 2024, où on a pu distinguer les patients en onco versus, en termes de plaisir pris à manger, versus une population de contrôle, mais également différencier des patients sous chimiothérapie de patients traités autrement, donc une mesure quantitative précise de la relation à l'alimentation. Ça, c'est le premier livrable. Le deuxième livrable, c'est un guide qui est actuellement au cœur d'un essai randomisé où on contrôle, où on mesure l'impact de ce guide versus un accompagnement diététique standard. Et dans ce guide, qu'est-ce qu'on a apporté ? Je vois que tu l'as apporté. Voilà. On a apporté des connaissances sur le goût et l'odeur et la texture et la vision pour que chaque patient, avec son entourage, puisse dire « est-ce que j'ai perdu le goût ? Est-ce que je suis hypersensible au goût ? Est-ce qu'en fait j'ai toujours bien la sensibilité au goût, mais j'ai perdu l'odorat, ou je suis hypersensible à l'odorat ?» Et grâce à ces réponses, on a ensuite travaillé avec des cuisiniers qui ont mis au point des recettes et avec différentes variantes. Chaque recette a une variante pour ceux qui ont perdu le goût, pour ceux qui ont perdu l'odorat, pour ceux qui, au contraire, sont hypersensibles, et puis ceci couplé avec des enrichissements nutritionnels si besoin. Donc, ce guide, il est donc en train d'être évalué, et on va le diffuser au mois de mars aux journées Onco-Aura à Clermont-Ferrand et aux journées Onco-Diète de septembre à Paris. Et on travaille actuellement, on vient d'obtenir une subvention de la Fondation des HCL pour en faire une version numérique. Donc voilà, dans quelques temps, on pourra développer ce guide. Et donc l'idée, parce que pour revenir au problème spécifique de l'alimentation, c'est que, donc, vous l'avez compris, il n'y a pas une réponse. Il y a une réponse par personne, par moment.
Et on mange, on va dire, voilà, Par moment. on a, si j'exclus le petit déjeuner où chacun arrive à peu près à trouver des solutions, on a quand même au moins 2 repas par jour. Donc 700 repas à créer, et dans un repas, il y a entrée, plat, dessert, boisson, pain, etc. Et donc, si moi je mange du cassoulet, ben, il faut que je continue à manger du cassoulet, mais que je l'adapte si je suis hypersensible, hyposensible, si j'ai besoin de plus de texture, de moins de texture. Et donc l'idée de ce guide, c'est d'aider chacun à mieux se connaître et d'avoir des réponses en gardant les habitudes et les préférences de chacun et potentiellement conserver le lien social aussi au cours du repas. Donc ça va pouvoir servir à ce que je comprends, et c'est super ce que ton équipe fait, à tout le monde. On reboucle, il va peut-être arriver chez vous, enfin, où vous saurez aller le chercher aussi, des solutions derrière. Il y a peut-être, avant de vous passer, Christian, la parole, mais dans tous les cas, vous savez très bien que ça peut tourner en boucle, une intervention de la salle qui souhaite réagir, poser une question ou avoir une remarque sur ce qui a été dit jusqu'alors. N'hésitez pas, il faut toujours à tout moment lever la main. Ils sont timides, ils sont fatigués, on les a usés en 2 jours, vous savez. Moi, je trouve ça super, hein. Je vois, j'ai à peu près 1/3 de mes patients qui ont peur de manger. Et c'est dur de leur redonner confiance, en fait, sur le fait vous pouvez remanger avec plaisir. Je pense que ça va complètement correspondre à mes besoins, enfin à leurs besoins en tout cas sur ce domaine-là. Voilà. Et puis surtout que non seulement il y a les aspects cliniques où on connaît l'importance du repas, mais il y a les retombées psychologiques, hein, puisqu'en fait retrouver un peu de plaisir avec même un seul ingrédient phare ou ce qu'on aime consommer et qu'on n'ose plus consommer, et se dire qu'on peut le consommer en adaptant un petit peu et en se disant que c'est une période. Alors je ne sais plus, hier il y avait une diapo comme ça intéressante, il y a avant et il y a après le cancer, et peut-être que le après est le plus intéressant, en se disant ben voilà, c'est un passage, c'est une route à prendre, et on peut accompagner pour faire cette route, hein. Oui, je pense que ça, c'est une notion hyper intéressante. C'est aussi un moment pour, ce que disait Hélène, donner des bonnes recommandations d'alimentation santé avec des bases. Et puis, un guide comme celui-là, d'apporter la flexibilité. Parce qu'en fait, c'est ça ce dont on a besoin, c'est d'être toujours flexible. Et peut-être aussi ce hyper concret de quand je vais faire mes courses, qu'est-ce que je mets dans mon panier. Parce que finalement, quand on cuisine chez soi, on cuisine avec ce qu'on a. Donc ça permet d'avoir cette flexibilité en fonction du moment et en fonction de ce qu'on a dans le placard. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de faire de manière simple, peut-être en achetant des choses nouvelles ou en se procurant des nouveaux ingrédients, mais aussi de travailler avec ce qu'on connaît, parce qu'il ne faut pas que ce soit un effort. Donc si dans la famille ou si c'est moi qui cuisine, il faut que je garde mes habitudes, parce les changements de comportement, c'est un autre sujet de santé publique en matière d'alimentation. On sait que c'est long et que ça ne suffit pas de dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça pour qu'on le fasse. Donc travailler avec ce qui est familier. Et si je ne supporte plus les odeurs, je ne vais pas mettre du thym dans ma ratatouille, ou au contraire, si je ne sens plus rien, je vais mettre plusieurs types d'herbes aromatiques et prendre. Et ça va permettre aussi la famille de comprendre mieux. Voilà. Et puis surtout, voilà. Et donc ce qu'on propose, alors donc là c'est la version empirique, on va dire, qui est dans le cœur de l'essai clinique, mais on va continuer à l'enrichir. C'est aussi de faire ces tests en famille, parce que quoi de plus simple de dire, voilà, je prends une cuillère à café de sucre, je le mets dans un verre d'eau, et puis à côté je mets rien. Et puis on est 2, on goûte, et puis on dit moi j'ai senti, toi tu as senti, oui. Et donc il y a aussi impliquer la famille pour se dire est-ce que tu as senti ça? Non, j'ai pas senti. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est faible? Et on est tous différents, et au sein de l'environnement familial, on peut construire ensemble les solutions, quoi. Donc c'est un peu l'idée. En 2010, quand on a lancé le programme qui deviendra Vite fait, bien fait sur ce kakémono là-bas, on a constaté sur 197 personnes interrogées à jour donné dans 5 hôpitaux du coin, avant que toi, Bruno, c'est pas avant, tu faisais au même moment Nutri-Cancer.
Je fatigue aussi, tu vois. Voilà, on était en train de faire la même chose, sauf que lui, c'était au niveau national. On est retombé sur les mêmes résultats, youpi. 16% des gens considèrent le repas comme désagréable, mais horrible. Le mot, c'est horrible, c'est pas désagréable, ce serait trop gentil encore. 32% se sentent chassés de leur cuisine. Mais quand tu as 40 ans, 2 gosses qui ont faim, le mari qui cuisine pas, et ben on fait comment, quoi? Je veux dire, chasser de sa cuisine, c'est vachement important. Ce qui fait qu'il y a plein de considérations qui nous a amenés, on a entendu des mots, cuisine, enfin depuis le départ en définitive là, ce qui m'amène à donner la parole à Christian Tête-Doigt. Alors, attendez Christian 30 secondes parce que... Non, mais c'était sur le sujet. Vous êtes hyper connu, mais il faut vous présenter quand même, bien sûr, au meilleur ouvrier de France. Si ça intéresse grand monde, l'important c'est ce que parce que moi, pourquoi? Alors moi, ça m'intéresse, je vais vous dire, parce que je suis un nutritionniste, pharmacologue, cuisinant. Et le jour où mon institut a compris que la cuisine faisait partie de la recherche translationnelle qu'on a évoquée ce matin, de la petite souris, la culture de cellules, jusqu'à une cuisine qui est votre univers, ben, ce jour-là, j'étais le roi du pétrole, quoi, je veux dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai un double honneur, vous le savez bien, et puis d'avoir dit oui pour écrire le prochain livre avec plein d'autres chefs. Mais bien sûr, vous avez la parole pour répondre à la question. Et la gastronomie, la haute gastronomie dans tout ça, a-t-elle besoin d'être haute? Elle est avant tout de faire, pas haute chaude, hein. Non, haute. D'accord. Moi, j'ai un parcours classique, hein, puisque je suis rentré en apprentissage en 1976. Ensuite, j'ai eu la chance, après 3 ans d'apprentissage, de rentrer dans les cuisines de Paul Bocuse, ce qui m'a amené à remporter un concours qui s'appelle toujours d'ailleurs le concours du meilleur apprenti de France en 1979, ce qui m'a valu de rentrer au service du président de la République au Palais de l'Élysée. Donc, je suis rentré sous Giscard en avril 81 pour 2 mois, puis s'est fait virer quelques temps après, au mois de mai, par François Mitterrand. Où je suis resté donc tout mon service militaire. Et puis ensuite, j'ai fait plusieurs établissements 3 étoiles Michelin, ce qui m'a permis de m'installer assez tôt, puisque du coup, j'ai ouvert mon premier restaurant à 26 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 11. Nous sommes 240 collaborateurs. Et je me suis collé à l'exercice de monter une petite école. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. C'est pas si simple. Voilà, et en dehors de ça, donc je fais beaucoup de choses effectivement dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles. Mais effectivement, ma mission la plus importante est à l'hôpital Léon Bérard, où je suis depuis 7 ans maintenant. Et ce qui me donne un petit rôle d'expert, puisque j'ai quand même toutes ces années rencontré beaucoup de patients et de patientes. Et je prends la parole avec beaucoup d'humilité parce que je pense que je suis encore bien ignorant. Il y a des choses que j'ai entendues qui me paraissent tout à fait judicieuses, d'autres pour lesquelles je me pose encore des questions. Est-ce que c'est vraiment utile, quand on est en soins, d'avoir une alimentation hyper contrôlée par des diététiciennes qui vous font manger pratiquement plus grand-chose? Je ne suis pas convaincu. Moi, je milite pour le manger en conscience. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, il faut bien connaître son patient, bien connaître son histoire, sa façon qu'il a eu de s'alimenter. Les gens ont malheureusement tendance à toujours manger que ce qu'ils aiment, à défaut de manger équilibré. Donc ça, c'est un problème de société. C'est pas uniquement lié à ceux qui sont malades, mais même pour l'ensemble de nos contemporains. Pour en revenir au ressenti, effectivement, là j'ai passé des heures et des heures avec les patients et je me rends compte que il n'y en a pas un qui dit la même chose. Parce que là je parle par exemple, quand on les interroge sur un menu qu'ils ont eu, enfin sur une semaine où ils ont eu tous le même menu. Donc il y en a qui vont vous dire moi j'ai trouvé que ça avait un goût métallique, d'autres qui vont dire non moi j'ai adoré, d'autres que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop doux parce qu'il y avait de la betterave donc c'était un peu sucré, l'autre va vous dire moi j'ai trouvé que ce plat-là était trop acide, enfin voilà. Donc c'est
c'est quand même un exercice particulièrement compliqué. Et on ne peut pas tomber dans la généralité parce qu'il n'y en a pas. Donc, le manger en conscience, pour moi, est très éclairant puisque on a mis en place justement à Léon Bérard, comment dire, un petit peu un service à la carte avec une formule toute simple, hein, puisqu'on fait des préparations en bocaux, si bien que les gens, suivant le menu qu'ils ont devant eux, si ça leur plaît pas, ils peuvent commander un plat. Et on sait que, je disais tout à l'heure, que d'une heure à l'autre, mais c'est vrai que ça peut être de 15 minutes à 15 minutes, un patient va vous dire « j'ai envie de tel plat », et quand ça arrive devant lui, il n'en a plus envie. Donc, on essaye en ce moment de travailler sur un projet de créer un chariot itinérant tout au long de la journée pour permettre justement aux patients qui n'ont pas forcément envie de manger à 11h30 parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas faim, ils sont écœurés, ils en ont marre de tout, ils ont vraiment envie qu'on leur foute la paix, et bien qu'ils puissent solliciter ce passage de chariot dans la journée au moment où ils en ont envie, avec des petites préparations froides, parce qu'on sait quand même que le froid passe toujours mieux que le chaud, parce que ça développe moins d'odeur, parce que la fraîcheur, souvent, après les traitements de chimio, ont tendance à faire du bien au palais, parce que les palais sont quand même impactés. Voilà, donc nous sommes au travail, et je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et comme c'est effectivement bien dit, mais au-delà de ça, ressenti, quoi. Dans le bouquin qu'on coécrit ensemble, je crois qu'on reprend une phrase au départ d'Anna Gavalda qui dit que pour être cuisinier, il faut être avant tout bon. Et c'est ce que vous venez de dire, quoi. Oui. Bruno Reynard dit toujours manger. Et oui, Bruno, enfin, j'espère que c'est de toi. Si. C'est toujours manger avant tout. Le grignotage n'est pas enfin, c'est pas grave. Tu l'as encore dit tout à l'heure, hein, en fait. Et voilà, ça donne la voix à dire. On peut essayer de. Après, il faut l'avoir au bon moment, sous la main. On parlait du frigo tout à l'heure. Attention à ce que je vais dire. J'ai même travaillé pour certaines personnes qui, vous savez, font des applis. Et à la fin, on clique sur tous les boutons. J'étais là, je suis sous chimio, j'ai 3 aftes, 4 machins. Hop, ça te donne la recette. Parce qu'il y a 15 000 recettes dans la base de données, et j'en ai fait 500 pour eux en texturé, et ça donne le truc. Mais si tu l'as pas dans le frigo, comment tu vas me bouffer le truc? Ou alors s'il faut stocker, ou il faut vraiment aller chez Savarivi et collecter pour la semaine, et puis dire bon ça ou ça ou ça, excuse-moi. Mais et donc il y a quand même une limite, quoi. C'est pas à un moment donné l'algorithme, il va peut-être bloquer, quoi. Enfin, ou la personne va bloquer, quoi, en tout cas. On va dire non, mais j'ai pas la betterave. C'est pour ça qu'il faut l'adapter à sa pratique alimentaire à domicile. Hein. C'était le thème de la table ronde. C'est vraiment d'avoir dans son placard et dans son frigo, dans son congélateur. Et puis à sa vie familiale, voilà. Parce qu'on a envie de manger avec les autres aussi. Donc on peut pas. Moi, ma question que j'avais là, c'était est-ce que vous organisez des ateliers cuisine? Oui, on organise bien sûr des ateliers cuisine. Alors ça, c'est formidable parce que ça, j'ai lancé ça pour les femmes particulièrement parce qu'il y a 3 ans, l'hôpital m'a demandé de travailler un peu plus particulièrement pour les cancers du sein. Donc, après avoir beaucoup discuté avec beaucoup de patientes, je me suis rendu compte de leur grande solitude vis-à-vis de la maladie parce qu'on parlait du milieu familial, mais il y en a quand même beaucoup qui veulent pas en parler à la maison parce que monsieur, ça lui fait trop peur. Les enfants, ça les impacte quand même sérieusement sur leur scolarité, etc. Et les parents de la patiente, eh bien, pareil, elles ne veulent pas les inquiéter, donc elles portent tout toutes seules. Et pendant ces ateliers cuisine, je me suis rendu compte que d'abord, elles avaient besoin de conseils, mais surtout besoin d'apprendre à construire une recette pour elles, et après, qui puissent être améliorées pour leurs enfants et leur mari. Hein, donc, je leur ai appris à cuisiner en 3 étapes pour qu'elles puissent d'abord se servir elles, parce que souvent elles s'oublient. Hein, elles font pour les autres et elles font pas pour elles. Et puis surtout, ça a libéré la parole, même entre elles, parce que du coup, on parlait beaucoup de cuisine, mais on parlait aussi beaucoup de maladies, parce qu'il y a quand même une très grande solitude souvent chez ces patientes. Et là, elles ont trouvé
un lieu, un moment pour elle où elle pouvait se confier un petit peu. Et alors, il y a des fois, c'est impactant. Je peux vous dire que on en prend plein. Moi, j'ai souvent un de mes chefs qui est avec moi. À chaque fois, il finit avec un paquet de mouchoirs complètement. Voilà, c'est assez impactant. Et puis, on a créé un blog. Alors là, ça, c'est vraiment une des meilleures choses qu'on ait faites, puisque du coup, alors on y a mis, nous, une quarantaine de recettes pour commencer. Et puis, en fait, après, les dames ont eu accès, elles ont pu enrichir ce blog. Et en fait, on a appris beaucoup de choses parce que, là encore, elles l'ont fait avec leur ressenti. Et donc, ça a créé des recettes assez sympas. Le blog porte un nom particulier ? Je ne sais même pas comment il s'appelle, parce que alors, ça fait déjà 6 ans qu'on l'a créé, je ne sais même pas comment il s'appelle. Bon. Non. Il est, ah, voilà pourquoi. Ouais, donc. Il est que pour les... Alors, et une chose très importante aussi, c'est que nos ateliers, on les a construits avec des anciennes patientes et des patientes en traitement. Et là encore, ça a été aussi très, très important parce que ça a rassuré celles qui sont en traitement, celles qui ne l'étaient plus, qui sont sorties d'affaires, ont quand même encore besoin d'en parler, parce que c'est quand même une maladie qui reste traumatisante et il faut un certain nombre d'années pour dépasser la chose. Voilà. Donc, la co-construction que l'on évoquait ce matin, quand vous n'arriviez, c'est hyper important. J'ai du regard quelqu'un que je connais depuis des années, Isabelle Soula est près de nous, au-delà d'être une élue, et elle a ouvert le congrès au nom de la mairie et de l'agglo. Tu es aussi une présidente d'association Perspectives contre le cancer, et sans ces, j'ai envie de dire ces équipes, mais au sens soin de support, mais ces équipes, ces malades, les malades, puisqu'en fait ils sont sachants, ils savent plein de trucs, et ils nous transmettent, et puis vous, après le chef, vous recalculez tout ça en disant, bon, voilà, je comprends donc des choses, le chercheur, il met ses louches aussi, et au final, on y arrive. Donc la co-construction, elle est évidente. On n'a pas la science infuse, malgré tout le parcours que vous avez, malgré tout le parcours qu'on a. Le patient, il lui rase tout ça et il va à l'essentiel, quoi. Hélène ? Le retour patient, on le voit, hein, c'est vraiment une source d'information, hyper important et différent de ce que nous on peut apprendre à côté. C'est vraiment, c'est une mine d'informations dont on sert et qui est d'autant plus facile à argumenter auprès d'autres patientes après en plus. Et c'est vrai que cette communication, on va dire entre elles, parce que souvent c'est vrai que ce sont, on va dire, plus facilement des femmes en fait qui échangent en réseau comme ça, c'est un réel plus. Et puis elles se sentent moins seules aussi. Ah bah, bien sûr. Mais là encore, c'est une question de moyens, d'hommes et de femmes. C'est vrai que quand on a démarré toutes ces activités, on avait une chef diététicienne qui était absolument exceptionnelle, et puis pour raisons personnelles, elle a arrêté. Et depuis, je me sens moi un peu orphelin parce que personne ne prend plus le temps de compiler toutes ces informations qu'on reçoit, et c'est vraiment dommage parce que c'est une source de connaissances vraiment importante. Oui, sur les témoignages, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les diététiciens et sur la relation et sur le fait de pouvoir voir chez l'autre la solution et valoriser l'autre dans une démarche collaborative. Je dis ça juste parce que, pas par rapport à ce que vous avez dit là, mais par rapport à un vrai vécu hospitalier que j'ai vu à quel point c'était une source de non-performance, ça. Du coup, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment important de poser en disant on a besoin de ce professionnel-là et on a besoin de l'autre professionnel pour qu'on puisse avancer. Et une fois qu'on a dit ça, on a fait déjà un vrai pas. Je rebondis sur certains médecins qui m'avaient dit ça lorsque j'ai démarré mon activité, et j'y pense toujours, parce que j'ai parfois ce réflexe et je me défends de ça parce que parfois il faut accepter qu'il y ait une formation ou des gens qui ont besoin d'un regard différent. Et en tout cas, on a besoin d'apprendre autour de ça. J'ai rebondi parce que ça me paraissait important. Et puis une deuxième chose, c'est que j'ai pas
Nous, on n'a pas, du coup, dans notre expérience pour le moment, en dehors de ce que j'ai pu faire à l'hôpital, mais je n'ai pas d'expérience aujourd'hui sur le domicile en oncologie. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas. Le seul moment où j'en ai, c'est juste ce que je voulais dire, c'est qu'on en a en oncogériatrie. Parce qu'effectivement, dans les projets qu'on mène de sortie d'hospitalisation, il y a deux choses qui me sont venues. D'une part, effectivement, des expériences vécues. Avant de venir là, j'ai demandé à l'équipe de diététiciens de Saveur et Vie de me donner quelques cas cliniques. Je dis souvent en disant, tiens, voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire autour de ça, etc. Donc c'était chouette, mais c'était pas ce que je voulais dire. Mais surtout qu'on a besoin de temps, ça c'est sûr, pour réussir des prestations d'accompagnement au domicile. On a besoin de temps diététique, vraiment. C'est-à-dire que la sortie d'hospitalisation, le moment du bilan nutritionnel à domicile, les consultations de suivi qu'on fait du coup avec des patients de gériatrie aiguë qui ont parfois le cancer ou des cancers. Donc du coup, là, on sent bien que la notion de temps est essentielle. Donc là, le projet qu'on fait, financé par le département du 92, sur le projet de recherche Diétadom Nutri-Vitalité qui est évalué par le Gérondif, on voit à quel point les 5 séances dans les 3 mois, c'est indispensable. Et c'est 5 fois à domicile, du temps, etc. Donc tant qu'on n'a pas ce financement-là, franchement, moi, je ne vais pas mettre les pieds dedans, Enfin, je dis moi au sens de l'organisation, parce que derrière, ça demande énormément, bien évidemment, d'analyse, de développement des offres pour qu'on puisse réussir. Parce que sinon, forcément, justement. Et la deuxième chose, pour finir, c'est qu'on sent aussi... Alors bon, ça, c'est plus l'attitude du restaurateur du domicile ou de la solution de livraison à domicile. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Parce qu'on sent bien que ça va être différent de ce que l'on fait aujourd'hui. Donc il y a quelques idées qui émergent, mais elles sont pas. Je trouve qu'elles sont pas là encore. Il n'y a pas le. Voilà. Et ce que j'ai, en tout cas, la chose que j'ai compris moi en venant sur les 2 jours, c'est que j'avais évidemment ça, mais je l'ai renforcé. C'est que il faut pas qu'on fasse du tout prêt. Ça, c'est une évidence. Il faut qu'on soit encore plus souple et plus agile que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, voilà, donc ça me demande après à réfléchir et prendre ce temps de réflexion pour vraiment avoir des offres pertinentes. Voilà. C'est tout l'intérêt de ces 2 jours. C'est de partager et de voir aussi les besoins non pourvus. Et puis qu'on se dise, demain, on fait quoi? Parce que là, on s'est réunis 2 jours. Je ne sais pas s'il y a des dernières réactions ou questions dans la salle et ici sur le plateau, mais voilà, évidemment, on va te passer. Allez, merci Christian. Parce que qui est peut-être totalement idiote et qui va intéresser, j'espère, et le chef tête d'oie et vous tous. Est-ce que les Français savent encore faire la cuisine? Ouais. Qui veut commencer? Non, je crois qu'effectivement, il y a un véritable retour et une prise de conscience de la valeur de bien manger. C'est une culture qu'on avait un peu perdue. Et grâce, je dirais, à plusieurs éléments, il y a eu les premiers blogs qui ont été créés en 1982 par 2 charmantes dames qui revenaient des États-Unis, qui avaient vu ça. Derrière, on a eu les émissions de télévision qui ont démarré en 1986, qui ont aussi été une source assez attractive pour le grand public et qui a permis aux gens de se repositionner dans cette envie de cuisiner. Et puis là, on assiste depuis quelque temps quand même à une véritable prise de conscience qu'il faut manger moins, manger mieux et cuisiner mieux. Alors, moi, ça, c'est vraiment mon sujet. Alors, si on parle là-dessus, on en a pour un moment. Oui. Alors, pour moi, ce qui est important, déjà, c'est de bien acheter.
arrêtez d'aller, s'il vous plaît, en grande surface. J'espère qu'il n'y en a pas ici des représentants des grandes surfaces. Le samedi après-midi, de remplir le frigo, de ne pas forcément avoir le temps de cuisiner pendant la semaine, d'en jeter une bonne partie en fin de semaine pour le remplir à nouveau le frigo, ou à ce moment-là d'utiliser les produits que vous avez déjà depuis plusieurs jours dans le frigo et qui n'ont plus aucune valeur nutritive. Bref, donc achetez mieux, conservez mieux et cuisinez mieux. Pourquoi ? Parce que malheureusement, il y a plus de 70% des Français qui détruisent la nourriture par des mauvaises cuissons. Et ça, c'est extrêmement important parce que chaque produit a sa cuisson pour garder ses valeurs nutritives. Et si on ne respecte pas ça, on mange pour se remplir le ventre, mais ça n'apporte rien à l'organisme. Donc, faites extrêmement attention à vos cuissons, s'il vous plaît. Voilà. C'est tout l'art du professionnel que vous êtes de nous retransmettre ça, rien que dans l'intention. Maintenant, c'est à nous de faire. Et puis, c'est pour ça qu'on enseigne dans nos cours. L'aliment, c'est bien, déjà quand on l'a compris, mais si après on le flingue, c'est pas bon, quoi. Je pourrais... pardon. Bien, ça, je pourrais compléter dans mon expérience patient. Hein, donc, je fais de l'alimentation santé, je suis pharmacienne, je fais de l'alimentation santé. Ils demandent que ça, de cuisiner. Alors, c'est pour plagier vite fait, bien fait. Je crois que c'est ça, en fait, ce qu'ils demandent. Et peut-être, en plus, pas trop cher, maintenant. Donc, c'est exactement ce que vous dites. Ils demandent que ça, ce qu'on leur apprenne un peu les bases, avoir des repères super simples, hein, en termes de comment mieux manger, donc quel type d'aliments, quelle filière. Et puis ensuite, du coup, ça permet de faire bien les achats. Puis après, on fait la cuisine du tous les jours. Et ça, plutôt que d'acheter tout fait, ils sont assez preneurs. Du moment qu'on leur dit, ça va pas prendre trop de temps, ça va être bon parce qu'en rajoutant telle épice ou telle épice, ça va changer tout le goût. Donc, on peut faire un peu tous les jours la même chose. Mais et aussi, où est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que j'achète ? Je trouve ça très intéressant aussi, la manière de cuisiner, parce qu'effectivement, c'est des petites choses qu'on peut apporter en plus. Dans quel type de casserole, comment, à quelle température, etc. etc. Quelle matière grasse. Mais j'ai vraiment la sensation que même dans mes patientes les plus têtes de pioche de départ, qui disent « Alors là, Madame Grob, moi, je déteste cuisiner », et ben elles se prêtent au jeu. Quand on leur explique le surgelé, ça va, qu'il y a des trucs qu'on peut s'arranger un peu, parce que il faut bien faire avec, on se rassure, et ils ont juste besoin d'être rassurés. Et j'ajouterais juste un petit commentaire sur cette question du cuisiner. Je pense qu'il y a une prise de conscience, une volonté quand même qui se répand de plus en plus d'apprendre à cuisiner facile, local, sain, durable, et qu'on est beaucoup aidé par de nombreuses associations. Partout en France, il y a énormément d'associations citoyennes qui interviennent dans les écoles, qui interviennent dans les villes, qui créent des cantines partagées. Voilà. Et je trouve qu'il y a un mouvement plus dynamique aujourd'hui pour transmettre l'approvisionnement, la cuisson, la conservation, le partage du repas, l'adaptation. Donc, c'est pas idyllique encore. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur la diversité alimentaire pour justement pas aller au plus simple, ce qui me fait plaisir à un moment donné, mais aussi apprendre à découvrir. Et donc, nous, on se base beaucoup sur les échanges culturels. On fait des repas ethniques, comme ça on voit que y a des choses qui sont excellentes qu'on ne connaissait pas, et donc pour ouvrir, voilà. Mais il y a une dynamique impulsée quand même beaucoup par des collectivités, que ce soit au niveau des villes, des régions et de l'État. Il y a beaucoup de programmes qui sont en place et il faut qu'on continue, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Ça se bagarre la parole. Je sens la bataille de micro. On rebondit tous. On va prévoir un petit repas après, si vous voulez. Mais je rebondis juste en disant, et paradoxalement, on n'a jamais eu autant de livraisons à domicile de plats tout faits. Uber Eats et Deliveroo. Donc je dis juste ça paradoxalement, parce qu'il y a les deux, je crois. Vous avez tout à fait raison. Non, moi, ma seule remarque qui me vient comme ça, c'est que c'est pas beaucoup appris à l'école, tout ça. Alors justement, il y a un projet. Il y a un projet qui est porté par Guillaume Gomez et j'espère que ça va sortir. Effectivement, on parle de l'année prochaine, que ça soit intégré en primaire, des cours d'initiation à la cuisine. Et ça, ce serait vraiment formidable parce que
Ça l'était avant, Ça et ce n'est qu'un juste retour à de bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Allez, soyez pas timides.